Un jour d'automne 2013, Abigail Hernandez, 14 ans, a quitté son école comme d'habitude. La journée avait commencé tranquillement. Les projets pour la soirée, les rêves pour l'avenir, l'anticipation joyeuse de son prochain anniversaire, tout lui disait que seules de bonnes choses l'attendaient. Mais à la tombée de la nuit, tout a changé. Abby n'est pas rentrée à la maison. Les appels à sa mère sont restés sans réponse et l'anxiété s'est rapidement transformée en crainte. Ce qui semblait être une journée ordinaire s'est transformé en cauchemar. Sa fille avait disparu, sans laisser de traces, sans explication. L'opération de recherche s'est déroulée en quelques heures, mais plus les gens essayaient de retrouver Abigail, plus les questions se multipliaient. La disparition de la fillette a choqué non seulement sa famille, mais aussi tout le quartier. Tous ceux qui ont entendu l'histoire se sont souvenus des conseils donnés aux enfants dès l'enfance. Ne pas parler aux inconnus, ne pas monter dans la voiture de quelqu'un d'autre, être prudent et circonspect. Mais même ces mesures ne sont parfois pas suffisantes. L'histoire d'Abigail est un rappel tragique de la façon dont un moment de confiance peut conduire à des problèmes. Abigail Maria Hernandez, ou simplement Abby, est née le 12 octobre 1998 à Manchester, dans le New Hampshire. Elle était la plus jeune des deux filles de la famille de Ruben et Zenia Hernandez. La jeune fille a été élevée dans l'amour et l'attention et entretenait une relation chaleureuse avec sa sœur Sarah. Sa mère est infirmière et son père est commerçant. Lorsqu'Abby était adolescente, ses parents ont divorcé. Son père a fondé une nouvelle famille et les deux filles sont restées avec leur mère. Dès son plus jeune âge, Abby était active et sociable. Elle se faisait facilement des amis, s'essayait à de nouveaux passe-temps, faisait du sport, du dessin, de la photographie et apprenait les langues étrangères avec intérêt. À l'âge de 12 ans, elle a rejoint un club de randonnée, a fait du camping, a appris à survivre dans la nature et s'est intéressée à l'alpinisme. Rien d'étonnant à cela. Les forêts, les montagnes et les rivières du New Hampshire sont faites pour l'aventure. L'été 2013 a été riche en activités et en couleurs pour Abby. Lorsqu'elle est retournée à l'école à l'automne, elle a partagé avec enthousiasme ses souvenirs avec ses amis. Elle entretenait une relation avec Jimmy, un lycéen d'1 an son aîné. Maman était au courant de leur amitié et n'y voyait pas d'inconvénient. Début octobre, quelques jours avant son 15e anniversaire et les vacances d'automne, Abby se réjouissait de faire une randonnée en montagne avec le club de randonnée. Elle a même commencé à user ses nouvelles chaussures de randonnée en les portant à l'école. Le 9 octobre, Abby est allée en classe comme d'habitude. Elle avait prévu d'aller se promener dans le parc après l'école et avait promis à sa mère de ne pas être en retard. Mais à 17 heures, elle n'est pas rentrée. Sa mère a appelé, mais le téléphone était éteint. Zenia a d'abord pensé qu'Abby était simplement en retard. Mais après quelques heures sans nouvelles, elle a commencé à paniquer. En appelant ses amis et ses professeurs, elle a découvert qu'Abby était partie à pied juste après les cours, en disant au revoir à ses amis à l'arrêt de bus. Personne ne l'avait revue depuis. Elle n'a appelé ni ses amis, ni Jimmy, qu'elle devait retrouver. Zenia, effrayée, et sa fille Sarah se sont rendues à la police. Comme il s'agit d'une mineure, les recherches commencent immédiatement. Il s'est avéré que le signal de son téléphone avait été coupé à environ 1,5 km de la maison. Des annonces ont été diffusées sur les réseaux sociaux et des tracts avec la photo et la description de la jeune fille ont été distribués dans la ville. Le lendemain matin, la nouvelle de la disparition d'Abby a été diffusée à la télévision. Des centaines de personnes, policiers, bénévoles et habitants inquiets, se sont mises à sa recherche. Ils ont parcouru les parcs, les terrains vagues, les forêts et les bâtiments abandonnés. La police a envisagé différentes versions, interrogé des témoins, des amis et des membres de la famille. Cependant, aucune trace n'a pu être trouvée. Les enquêteurs ne savent même pas quelle direction prendre. La première personne interrogée est Jimmy, son petit ami.
Il est choqué par les soupçons qui pèsent sur lui. Il avait un alibi en béton, entraînement, répétition à l'école, fête d'anniversaire de son grand-père, tous confirmés par des professeurs et des proches. Jimmy a coopéré à l'enquête, racontant tout ce qu'il savait, mais aucune trace d'Abby n'a pu être trouvée. C'est comme si elle avait disparu sans laisser de traces. Les jours passent, les semaines aussi, sans la moindre piste. Les enquêteurs commençaient à perdre espoir, même si la famille continuait à croire au meilleur. Et puis, 1 mois et demi plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Xenia a trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Elle était écrite par Abby. Elle s'y excusait, disant qu'elle allait bien, qu'elle était en vie et en sécurité, mais qu'elle ne pouvait pas encore lui dire où elle se trouvait. À la fin de la lettre, on pouvait lire une phrase énigmatique « Les rêves deviennent réalité ». Des graphologues ont confirmé l'authenticité de la lettre qui avait bien été écrite de la main de la jeune fille. Au début du mois de novembre, un timide espoir est né. La lettre reçue par sa mère indique qu'Abby est probablement en vie, mais l'endroit où elle se trouvait et la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se signaler restait un mystère. Pourquoi n'a-t-elle pas dit où exactement? Avait-elle peur de quelqu'un? Ou bien a-t-elle été forcée d'écrire ce message? Rapidement, une version a vu le jour selon laquelle la jeune fille aurait quitté la maison de son plein gré et, ayant pris connaissance des rapports sur sa disparition, aurait décidé d'au moins faire savoir qu'elle était en vie. L'une des hypothèses évoquait une grossesse. Abby se serait enfuie avec le père du futur enfant, craignant d'être jugée. Mais la famille Hernandez a accueilli cette théorie avec indignation. La sœur aînée Sarah a affirmé que si c'était vrai, elle l'aurait su. Il n'y avait pas de secret entre les sœurs. Le seul jeune homme d'Abby était Jimmy, et selon lui, il n'avait pas de relations intimes. Les amis de la jeune fille l'ont également confirmé. À part Jimmy, elle n'a jamais fréquenté quelqu'un d'autre, et ne s'est jamais intéressée à quelqu'un d'autre. Sa meilleure amie Miranda insiste. Abigail ne s'enfuirait pas, et ne causerait certainement pas une telle douleur à sa mère et à sa sœur. Raison de plus pour garder tous ses papiers, son argent et ses objets de valeur à la maison. Les enquêteurs ont scruté la lettre à la recherche d'indices cachés ou de messages codés, mais rien de suspect n'a été trouvé. Néanmoins, l'affaire a suscité l'intérêt du FBI. Le bureau a classé l'affaire comme un enlèvement potentiel. Les enquêteurs ont supposé que la jeune fille avait peut-être été retenue par la force et qu'elle avait écrit la lettre sous la contrainte, incapable de dire où elle se trouvait. Ce soupçon s'est avéré exact. Abby n'était pas loin, à quelques dizaines de kilomètres de son domicile. De plus, la police avait déjà visité la maison de son kidnappeur après la disparition de la jeune fille, mais n'avait rien remarqué de suspect. Le ravisseur lui-même se sentait de plus en plus désespéré et hésitait, ne sachant que faire de la captive. Qui était-il, l'homme qui avait privé la jeune fille de sa liberté? Il est temps de le nommer. Nathaniel Kibbe, ou simplement Nate, est né le 15 juillet 1980 dans la ville où vivait Abby. On sait peu de choses sur sa famille. Selon certains rapports, il a été élevé par sa mère et son père biologique n'a jamais su. À l'école, Nate était connu pour être une brute agressive. Il provoquait constamment des conflits, se battait et dressait même une liste de ceux qu'il voulait blesser. L'agressivité et la cruauté se sont manifestées dès l'enfance. Ses camarades l'évitaient et les enseignants étaient impuissants. À l'adolescence, Kibbe a attiré l'attention de la police à plusieurs reprises. Petits vols, possession de substances illicites, participation à un gang, bagarres graves. Cependant, il s'en tire presque toujours avec des mesures administratives. Fait intéressant, il a fréquenté la même école qu'Abby, mais en raison de la différence d'âge, leurs chemins ne se sont jamais croisés. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Kibbe semble avoir décidé d'abandonner la criminalité. Il a trouvé un emploi dans une entreprise locale qui lui a d'abord été plutôt favorable.
Mais à la suite d'un conflit avec un collègue, il démissionne, déménage en banlieue et s'installe dans un parc de caravanes, une zone dysfonctionnelle où les voisins le considèrent comme un homme renfermé et dangereux. Évitez de fréquenter cet homme irascible et irritable. En 2011, alors qu'il avait une trentaine d'années, Kibi a entamé une relation avec une jeune fille de 13 ans. Elle s'est enfuie d'une famille dysfonctionnelle et a commencé à vivre dans sa caravane. Il n'a même pas caché cette relation, appelant l'écolière sa petite amie. Étonnamment, il n'a reçu aucune sanction pour cela. Au printemps 2013, Kibi a tenté pour la première fois de commettre un enlèvement. Il a ensuite attaqué une jeune fille de 15 ans à un arrêt de bus près de l'école. Nate Kibi a essayé de forcer Abby à monter dans la voiture. La jeune fille a désespérément résisté, criant et appelant à l'aide. Des passants ont accouru pour faire du bruit, et l'agresseur a quitté les lieux en toute hâte. Malgré le témoignage de la victime et des témoins oculaires, l'affaire a été classée sans procès. Personne ne considérait Kibi comme une menace réelle. Revenons maintenant au jour de la disparition d'Abby. Le 9 octobre 2013, à la veille de son 15e anniversaire, elle a reçu en cadeau de nouvelles chaussures de randonnée. Mais il s'est avéré qu'elles étaient un peu étroites. Abby a décidé de les porter à l'école. À la fin du cours, ses pieds ont commencé à lui faire mal, mais elle a quand même décidé de rentrer à pied. Chaque pas était douloureux, et il restait encore 1,5 km à parcourir jusqu'à la maison. À ce moment-là, une vieille camionnette s'est arrêtée à côté d'elle, conduite par Nathaniel Kibi. L'homme souriant lui proposa de la conduire n'importe où, mais Abby refusa. Cependant, l'inconnu ne recula pas et roula lentement à côté d'elle, ne la laissant pas tranquille. Nate remarque que la jeune fille boite et lui demande ce qui ne va pas. En soupirant, Abby avoue que ses nouvelles chaussures lui frottent le pied. Entendant cela, Kibi ouvre la portière du siège passager et lui fait signe de monter. La jeune fille hésite, mais finit par accepter, croyant que cet homme sympathique ne représente aucun danger. Elle se trompait lourdement. Pendant le trajet, Nate lui fait la conversation, essayant de la rassurer. Abby s'est sentie en sécurité, répondant à ses questions et riant à ses blagues. À un moment donné, Kibi a annoncé qu'il devait s'arrêter dans une quincaillerie pour acheter du matériel de réparation. Lorsqu'ils sont entrés dans le parking sombre, Abby a commencé à s'inquiéter. Elle se dit qu'il n'y a qu'une courte distance à parcourir pour rentrer chez elle et qu'elle peut facilement le faire à pied. Mais, remarquant le regard inquiétant du conducteur, l'écolière décida d'essayer de détacher sa ceinture de sécurité et de sauter de la voiture. Nate a anticipé son intention, l'a attrapé par ses vêtements d'une main et, de l'autre, a rapidement sorti un pistolet de la boîte à gants et l'a pointé sur le visage de la jeune fille, effrayée. Il l'a menacée de la tuer si elle tentait de résister. Il lui a ensuite attaché les mains et les pieds avec des serre-câbles et lui a mis une casquette de baseball sur la tête pour qu'elle ne puisse pas voir la route et comprendre où on l'emmenait. Cependant, il a rapidement remarqué qu'Abby bougeait un peu le couvre-chef, essayant de voir ce qui se passait. Cela l'a mis dans une colère noire. Il a utilisé un pistolet électrique pour l'électrocuter et l'a rendue inconsciente. Abby s'est réveillée et s'est retrouvée dans une pièce exiguë et étouffante, sans fenêtre. Plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un petit conteneur appartenant à Kibi, garé dans une caravane cachée au milieu d'arbres touffus. Bientôt, le ravisseur lui-même est apparu avec un rouleau de ruban adhésif et un casque de moto. Il lui a fermé la bouche et les yeux avec du ruban adhésif, puis lui a mis le casque sur la tête en s'assurant que la victime était complètement immobilisée. Il lui a ensuite arraché ses vêtements et s'est livré à des actes de violence. Ce n'était pas la seule violence. Kibi l'a forcé à avoir des relations intimes quotidiennes, réalisant ainsi ses fantasmes les plus pervers. Outre la violence physique, il a exercé une pression psychologique active, menaçant de tuer sa famille si elle osait s'échapper ou appeler à l'aide. Il lui a promis de la laisser partir si elle se comportait calmement et ne lui causait pas d'ennui. Les premiers jours,
Abby a été en état de choc et a dû dire adieu à sa vie. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte que Kibi n'avait pas l'intention de la tuer, du moins pas tout de suite. Elle a donc décidé d'essayer d'établir un lien émotionnel avec lui pour le convaincre de la laisser partir. Elle a essayé de lui faire comprendre qu'elle ne le jugeait pas, que tout le monde peut faire des erreurs et qu'elle n'irait pas à la police s'il la laissait partir. Mais Nate est extrêmement imprévisible. La moindre petite chose peut le rendre fou de rage et le transformer en monstre. Parfois, il lui montrait une certaine tendresse, mais le plus souvent, il était cruel, recourant à la violence morale et physique. Le conteneur dans lequel Nate gardait Abby était bien insonorisé. Ils apprirent que des recherches importantes étaient menées pour retrouver la jeune fille disparue, et c'est alors que Kibi eut l'idée de lui faire écrire une lettre à sa mère pour convaincre sa famille qu'elle allait bien et qu'il fallait arrêter les recherches. Abby a écrit plusieurs lettres sous la dictée de Kibi, en essayant à chaque fois de laisser un indice sur l'endroit où elle se trouve. Mais l'homme remarque ses tentatives et la réprimande sévèrement. Elle finit par écrire la lettre comme il l'exigeait pour éviter d'être à nouveau maltraitée. Au bout d'1 an, Nate a commencé à faire suffisamment confiance à Abby pour lui permettre de l'aider à fabriquer de la fausse monnaie. Il la laissait parfois dormir dans la caravane et lui confiait même la préparation des repas. Malgré cette confiance, il a continué à être violent, à abuser d'elle et à la forcer à avoir des relations intimes. Il l'obligeait à l'appeler maître et ne lui révélait jamais son vrai nom. Au fil du temps, Abby a toutefois réussi à établir une certaine relation. Un jour, elle a remarqué le nom Nathaniel Kibi sur l'une des pages d'un livre. Il pourrait s'agir de son vrai nom, mais elle n'en est pas sûre. Anticipant une réaction, elle se risque à l'appeler par son prénom. Roulant des yeux et soupirant lourdement, il lui posa calmement une question. Comment connaissait-elle son nom ? Abby ne mentit pas et avoua qu'elle l'avait vu dans un livre. L'homme se contenta de sourire et resta silencieux. Comme Abigail se trouvait la plupart du temps dans le conteneur insonorisé, elle n'entendait pas ce qui se passait à l'extérieur. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'à un moment donné, la police se trouvait à quelques mètres d'elle. Les agents arrivent pour une autre affaire. Kibi a de nouveau enfreint la loi et accepte de coopérer à l'enquête en admettant la possession illégale d'une arme. Les forces de l'ordre fouillent sa caravane, mais ne s'approchent pas du conteneur. Personne n'a pensé à le vérifier. Finalement, il n'a été condamné qu'à une amende et à la confiscation de l'arme. Cela semblait incroyable. Après tout ce qu'il avait fait, il n'avait jamais été poursuivi. C'est comme s'il avait toujours eu de la chance et qu'il semblait croire en sa propre invulnérabilité. Il n'avait manifestement pas l'intention de libérer Abby. Mais peut-être qu'au fil du temps, il a commencé à s'ennuyer d'elle. En juillet 2014, Kibi a rencontré une femme nommée Lorraine dans un bar. Une brève histoire d'amour s'est développée entre eux et il l'a invitée chez lui. Le lendemain matin, alors que Lorraine se plaignait de difficultés financières, il lui a donné 2 billets de $50. Elle s'aperçoit rapidement que l'argent est faux et en colère, elle appelle Kibi, disant qu'elle a tout raconté à la police. Cet appel marque un tournant dans le destin d'Abigail. Le 20 juillet, à l'improviste, Kibi lui a rendu tous ses effets personnels, lui a attaché les mains, l'a installé sur le siège avant de sa voiture et lui a remis une casquette de baseball sur le visage. La jeune fille n'a pas réalisé ce qui se passait. Elle craignait d'être conduite à la mort. Au bout d'un moment, il s'est arrêté sur une route de campagne, l'a détaché et lui a dit « Disparais, disparais » et n'envisageait même pas d'aller voir la police. Après avoir dit cela, il est parti. Abby n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment sortie. Elle marcha le long de la route jusqu'à ce qu'elle aperçoive le panneau indiquant que la maison n'était plus qu'à une courte distance. Elle fit le reste du chemin à pied, regardant autour d'elle, craignant qu'il ne revienne. Mais personne n'est apparu. Une caméra de sécurité située à l'extérieur de la maison des Hernandez a enregistré le moment où Abby est revenue.
Elle a entendu sa mère au téléphone et l'a appelée à haute voix. La femme a laissé tomber le téléphone et s'est précipitée vers la porte. La mère et la fille se sont embrassées, toutes deux pleurant de soulagement. Ce cauchemar était enfin terminé. Abby n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment sortie. Elle marcha le long de la route jusqu'à ce qu'elle aperçoive le panneau indiquant que la maison n'était plus qu'à une courte distance. Elle fit le reste du chemin à pied, regardant autour d'elle, craignant qu'il ne revienne. Mais personne n'est apparu. Une caméra de sécurité située à l'extérieur de la maison des Hernandez a enregistré le moment où Abby est revenue. Elle a entendu sa mère au téléphone et l'a appelée à haute voix. La femme a laissé tomber le téléphone et s'est précipitée vers la porte. La mère et la fille se sont embrassées, toutes deux pleurant de soulagement. Ce cauchemar était enfin terminé. Abby remarque que sa mère a changé. Elle a beaucoup vieilli au cours de ces longs mois. Zenia, la mère de la jeune fille, a commencé à demander où elle se trouvait et ce qui lui était arrivé. Elle propose d'aller directement à la police. Mais, effrayée par les menaces de Kibi, Abby a déclaré qu'elle ne savait pas qui l'avait kidnappée ni où elle se trouvait. Même à la police, elle n'ose pas donner son nom. La peur est encore forte. Une semaine s'est écoulée, pleine de doutes. Finalement, Abigail décide d'en parler à sa mère. Zenia l'a convaincue d'aller voir la police en lui expliquant que l'auteur de l'agression ne devait pas rester impuni et qu'elle ne serait pas en sécurité tant qu'il serait en liberté. Le 27 juillet 2014, Abby a donné le nom du kidnappeur ainsi que la marque et la plaque d'immatriculation de sa voiture. Dès le lendemain, Kibi a été arrêté. À la surprise générale, il n'a pas résisté, bien qu'il ait nié sa culpabilité. Mais dans sa remorque et son conteneur, qui a finalement été examiné, la police a trouvé de nombreuses preuves. Des traces de sang, des cheveux, des empreintes de sueur et même des ongles cassés. Tout indique que c'est là qu'Abigail a été détenue et horriblement maltraitée. Le 26 juillet 2009, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'État de New York, la Taconic State Parkway, a été le théâtre d'un accident qui a choqué l'Amérique et reste l'une des tragédies les plus mystérieuses de l'histoire de la circulation. Au centre de cette tragédie, Diane Schuler, 36 ans, épouse, mère et sœur apparemment parfaite, a causé de manière inattendue la mort de 8 personnes, dont elle-même, son fils, 3 nièces et 3 parfaits inconnus. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un accident de la route, c'est celle du choc et de l'incompréhension, des mystères humains qui restent parfois irrésolus, et de la façon dont l'image extérieure d'une personne bien intentionnée peut cacher quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi une mère exemplaire, qui n'avait jamais eu de comportement inadéquat auparavant, s'est-elle soudain retrouvée au volant, roulant sur la voie inverse? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Un choix conscient, un accident fatal ou une tragédie inaperçue qui s'est jouée dans son esprit? La conversation semblait banale, mais peu après, vers 13 heures, Emma, 8 ans, a téléphoné à son père Warren et a prononcé ces mots inquiétants. « Quelque chose ne va pas avec tante Diane. » On entendait des cris et des pleurs d'enfants en arrière-plan et, après un peu plus de 2 minutes, l'appel a été interrompu. Warren a essayé de rappeler et a entendu les paroles confuses de sa sœur. Au lieu de s'adresser à lui, elle s'adressait à son mari Daniel pour une raison quelconque. Warren a demandé à Diane de s'arrêter immédiatement et de l'attendre, mais elle n'a pas obéi. Au lieu de cela, elle a continué son chemin, roulant vers le nord au lieu du sud, même si cette route lui était familière. Ce qui se passait dans la voiture de Diane à ce moment-là reste un mystère. Son téléphone portable, jeté ou laissé accidentellement sur place après une crise de vomissement, a été retrouvé plus tard sur le bord de la route, près du poste de péage.
La chronologie des événements a rapidement révélé qu'à 13h33, la ligne 911 a commencé à recevoir des signalements d'un monospace rouge roulant à vive allure sur l'autoroute Taconic, à contre-courant de la circulation. Les automobilistes ont décrit la même image. Un véhicule roulant à contresens à plus de 120 km/h, ignorant les panneaux de signalisation et ne répondant pas aux signaux des autres conducteurs. À l'un des carrefours, Diane a ignoré les panneaux d'avertissement, s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et a continué à rouler comme si de rien n'était. Les témoins ont décrit son état comme celui d'une indifférence totale. Ses mains étaient soigneusement placées sur le volant, au numéro 10 et 2. Son visage restait calme et son regard était détaché. Elle semble ignorer les voitures dont les signaux déchirent l'air, ainsi que le crissement des freins des voitures qui s'éloignent de la collision. Quelques minutes plus tard, ce trajet dans la circulation qui a duré plus de 3 kilomètres s'est terminé en tragédie. Le monospace de Diane est entré en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer. Le choc a été si violent que la seconde voiture a été projetée contre un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Ce qui devait être un retour normal à la maison s'est transformé en catastrophe, laissant derrière lui une destruction et un chagrin qui restent inexpliqués. Tout s'est passé en quelques secondes. 7 des 11 personnes impliquées dans cet accident de voiture sont décédées sur le coup. Une autre est décédée plus tard à l'hôpital. 8 personnes sont donc mortes dans l'accident provoqué par Diane Schuler, dont elle. Elle, sa fille de 2 ans et 2 neveux et nièces sont morts sur le coup. Les 5 enfants se trouvaient sur la banquette arrière, mais ils n'étaient pas assis dans des sièges auto et n'étaient pas attachés. 3 passagers de la Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, sont également décédés sur place. Les 2 passagers du Chevrolet Tracker ont heureusement été soignés pour des blessures légères. Brian, le fils de Diane âgé de 5 ans, et l'une de ses nièces ont survécu à l'accident et ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital local. On a diagnostiqué chez Brian un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures aux bras et aux jambes, mais après plusieurs semaines d'hospitalisation, il s'est finalement rétabli. Il a déclaré plus tard n'avoir aucun souvenir de l'accident, mais selon un parent, le garçon a dit à plusieurs reprises « Maman avait mal à la tête, elle ne voyait rien, elle ne voyait rien ». Malheureusement, la 3e fille de Warren n'a pas survécu non plus. Le lendemain de l'accident, elle est décédée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Warren Hans, le frère de Diane Schuler, a perdu tous ses enfants à cause des actes de sa sœur. Les premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident ont été 2 hommes qui passaient par là au hasard. Ils ont abandonné leur voiture et ont tenté d'aider les victimes en sortant Madame Schuler et les enfants du monospace, Brian, 5 ans, étant le dernier à être sorti car il se trouvait tout en bas, sous les corps des 4 autres enfants. Apparemment, c'est la seule chose qui a sauvé la vie du petit garçon. Plus tard, les 2 témoins diront à la police qu'en sortant les victimes de la voiture, ils ont remarqué des tessons d'une bouteille de vodka Absolut cassée sur le sol, côté conducteur. Leur rapport sera pris en compte lors de l'autopsie du corps de Diane Schuler. Le 4 août 2009, un rapport toxicologique a été publié faisant la lumière sur les circonstances de la tragédie, mais soulevant encore plus de questions. L'examen médico-légal a révélé que Diane Schuler était dans un état d'intoxication grave par l'alcool et les drogues. Son sang contenait environ 0,19% d'alcool, soit l'équivalent d'au moins 10 verres d'alcool fort. Ce taux est plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée par la loi de l'État de New York, 0,08%. En outre, il restait de l'alcool dans l'estomac qui n'avait pas encore eu le temps d'être absorbé. Outre l'alcool, des traces de THC, tétrahydrocannabinol,
L'ingrédient actif de la marijuana ont été trouvés dans l'organisme de Diane. L'analyse a montré qu'elle avait consommé de la marijuana quelques minutes avant l'accident. Ces résultats expliquent son comportement étrange au volant, notamment sa désorientation, sa conduite agressive et ses troubles de l'élocution. Cependant, elles ont également soulevé une série de nouvelles questions. Diane avait-elle déjà pris le volant en état d'ébriété? Si ce n'est pas le cas, où et quand a-t-elle eu le temps de boire et de fumer autant? D'où provenait la vodka et la marijuana dans la voiture? Comment a-t-elle pu consommer tout cela en conduisant 5 enfants en bas âge? Pourquoi aucun des témoins, y compris les employés de la station-service et du fast-food, n'a remarqué son état ou ne l'a signalé à la police? Enfin, Diane était-elle alcoolique et toxicomane? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir de la sorte? La dernière question se pose avec une acuité particulière. Son entourage décrivait Diane comme une femme fiable, stable, menant une vie normale et peu encline aux abus. Elle n'avait jamais été considérée comme dépendante de l'alcool ou de la drogue. De plus, sa famille a catégoriquement nié qu'un tel comportement la caractérisait. Un nouveau mystère est apparu. Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de Diane Schuler pour qu'elle se mette à boire de la vodka directement à la bouteille et à fumer de la marijuana alors qu'elle était en voiture avec ses 5 enfants? La réponse à cette question reste la clé pour comprendre l'ensemble de la tragédie. Comme l'affirment encore aujourd'hui les voisins, les parents et les connaissances, la famille Schuler était absolument prospère et ressemblait extérieurement à une illustration d'un magazine familial. Pas immense, mais belle et confortable maison à West Babylon, achetée par le couple peu de temps après leur mariage. Un jardin spacieux où des réunions amicales étaient souvent organisées. Diane, perfectionniste par nature, n'est pas belle, mais c'est une femme de caractère qui aime recevoir. Des journées barbecue où elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de ses amis avec le sourire, voulant donner à chacun le plus de confort et d'attention possible. Cause possible, douleur et automédication. Une théorie suggère que Diana souffrait d'un mal de dents sévère dû à un abcès. Cela l'a peut-être amené à chercher des analgésiques ou à s'automédiquer en consommant de l'alcool et de la marijuana. La douleur, amplifiée par les effets de ces substances, aurait pu la conduire à un état de délire, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. La consommation combinée d'alcool et de marijuana peut amplifier considérablement leurs effets sur l'organisme. Il est tout à fait possible que Diana n'ait pas réalisé à quel point les conséquences de ses actes ce jour-là auraient pu être dangereuses. Cette histoire reste l'une des tragédies les plus discutées, suscitant de nombreux débats sur la responsabilité personnelle, la santé psychologique et les dépendances cachées. Après la publication du rapport toxicologique, beaucoup ont essayé de trouver des raisons et des explications à l'acte de Diane Schuler, mais au lieu de réponses, des questions encore plus profondes sont apparues. La famille des victimes et les allégations contre Daniel Schuler. Les proches des victimes de l'accident, en particulier les familles Bastardi, ont affirmé que Daniel Schuler, le mari de Diane, était indirectement responsable de ce qui s'était passé. Ils l'accusent d'avoir été au courant de la dépendance de sa femme à l'alcool et aux drogues, mais d'avoir fermé les yeux. Ils ont mis en évidence des signes évidents, tels que la prise de poids spectaculaire de Diane au cours des dernières années, qui auraient pu être révélateurs de problèmes d'alcool. Ils ont également mis en doute l'affirmation de Daniel selon laquelle la vodka qui se trouvait dans la voiture était réservée à un usage récréatif. Daniel Schuler, pour sa part, a nié toutes les allégations. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque dépendance de sa femme et a affirmé qu'elle avait toujours été une personne fiable. Il s'est souvenu de la matinée précédant le voyage comme étant tout à fait normale, affirmant que Diane ne présentait aucun signe de malaise ou de comportement inhabituel.
Question pour Warren Hans. Le comportement de Warren Hans, le frère de Diane, qui, après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille, n'a pas informé la police, a fait couler beaucoup d'encre. La famille Bastardi pense que si Warren avait contacté immédiatement le 911, la tragédie aurait pu être évitée. Cependant, Warren a expliqué son geste par le fait qu'il pensait que Diane avait un problème de santé, comme un accident vasculaire cérébral ou une hypoglycémie, mais n'a pas suggéré qu'elle pouvait être en état d'ébriété. Croyance sur l'alcoolisme caché. L'une des principales théories débattues dans la société est celle de l'alcoolisme caché. Ce phénomène, dans lequel une personne boit de l'alcool seule et cache soigneusement sa dépendance, permet à de nombreuses personnes de maintenir l'illusion d'une vie normale pendant des années. De tels cas sont en effet connus et confirment que les proches, y compris les membres de la famille, peuvent ne pas être conscients du problème. Les partisans de cette version ont mis en avant les résultats des analyses toxicologiques et la possibilité que Diane ait pu présenter des signes précoces d'alcoolisme qui ne se sont manifestés de manière critique que le jour de la tragédie. Autre théorie. Certains ont suggéré que le comportement de Diane ce jour-là pouvait être dû à un épuisement émotionnel ou à un stress important. Elle a été décrite comme une femme qui recherchait la perfection dans tous les domaines, travail, famille et communauté. Cette tension psychologique a pu atteindre son paroxysme et Diane a tenté d'endormir sa douleur intérieure avec de l'alcool et de la marijuana. On a également évoqué la possibilité qu'elle ait souffert d'un malaise physique, comme une rage de dents, et qu'elle ait consommé de l'alcool et des drogues pour calmer sa douleur. Effets à long terme sur la famille Schuller. Daniel Schuller a continué à affirmer qu'il ne savait rien des addictions de sa femme et qu'il ne l'avait jamais vue en état d'ébriété. Cependant, l'accident a complètement changé sa vie. Il a perdu non seulement sa femme et sa fille, mais aussi la stabilité, le respect social et l'équilibre psychologique. Il continue d'être tourmenté par des questions. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Et aurait-il pu faire quelque chose pour l'éviter? On ne sait toujours pas ce qui a poussé Diana à prendre une telle combinaison de substances et ce qui lui est passé par la tête au moment de la tragédie. Cette histoire nous rappelle tragiquement à quel point les conséquences de la consommation d'alcool et de drogue peuvent être imprévisibles et effrayantes. Les réponses à de nombreuses questions restent insaisissables. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur ponctuelle due au stress ou de la conséquence de dépendance cachée. Mais une chose est indiscutable, 8 vies, dont celle de Diane, ont été tragiquement interrompues, laissant derrière elles de la douleur, des questions et un appel à une meilleure compréhension de la psychologie humaine et de la nature de la dépendance. Dans une petite ville, une tragédie s'est produite qui a secoué tout le pays. Une jeune fille partie chercher des bonbons pour Halloween a disparu sans laisser de traces. Cette disparition a immédiatement attiré l'attention de toute l'Amérique. Bientôt, plus de 5000 personnes se sont jointes aux recherches. Mais malgré l'ampleur de l'enquête, la police ne parvient pas à élucider le mystère. Et puis, quelques jours plus tard, un événement inattendu a permis de faire la lumière sur ce qui s'était passé, et la vérité choquante a été révélée. Eliza Ann French, née le 2 juin 1964 dans le Wisconsin, a vécu le divorce de ses parents lorsqu'elle était enfant. Après cela, elle et sa mère ont déménagé dans une petite ville appelée Fond du Lac. Sa mère se remarie rapidement et Lisa a un jeune frère. En 1973, à l'âge de 9 ans, la jeune fille fréquente l'école primaire locale, fait partie d'une organisation de scouts et aime passer du temps avec ses amis à l'extérieur. En octobre de cette année-là, Lisa se préparait avec enthousiasme à fêter Halloween. Elle prévoyait de récolter autant de bonbons que possible. À l'origine, elle voulait se déguiser en papillon,
Mais à la fin du mois d'octobre, le temps était froid et sa mère s'est empressée de lui choisir un nouveau costume à partir d'objets qu'elle avait trouvés à la maison, dont un grand chapeau noir. Sa mère l'a laissé sortir, tout en lui recommandant de ne pas trop s'éloigner de la maison. Le quartier dans lequel il vivait était considéré comme sûr, et les parents de Lisa connaissaient bien les voisins. Le soir du 31 octobre, la jeune fille est sortie à la recherche de bonbons vers 18h, promettant d'être de retour à 19h. À 20h, Lisa n'était toujours pas rentrée. Sa mère s'est inquiétée et est partie à sa recherche dans les rues voisines. Elle a demandé aux passants s'ils avaient revu sa fille, et la nouvelle de la disparition s'est rapidement répandue dans le quartier. Chaque minute, de nouvelles personnes se joignent aux recherches, mais la jeune fille reste introuvable. Lisa a réussi à se rendre dans 2 maisons, chez une camarade de classe et chez un professeur, après quoi ses traces ont disparu. Ces maisons n'étaient qu'à quelques minutes de son domicile, ce qui a renforcé l'alerte. La police et les habitants ont cherché Lisa toute la nuit, mais en vain. Le lendemain matin, d'autres personnes s'étant jointes aux recherches, la police a élargi la zone de recherche. Des publications sur l'affaire sont parues dans les médias fédéraux et bientôt, l'affaire a fait l'objet de discussions dans tout le pays. Des parents d'enfants et des adultes de toute l'Amérique ont été choqués par la disparition de Lisa et des milliers de personnes ont cherché à participer aux recherches. Le 2e jour des recherches s'est également soldé par un échec. La police a imprimé des milliers de prospectus avec la photo de la fillette et des bénévoles les ont affichés dans la ville et ses environs. Les stations-service ont offert de l'essence gratuite à tous les participants à l'opération de recherche qui a touché plus de 5000 personnes. Ils ont exploré toutes les rues, les forêts, les champs et les rivières, mais la fillette n'avait toujours pas été retrouvée. Ce n'est que le 3 novembre, 3 jours après sa disparition, qu'un agriculteur circulant à 5 km du domicile de Lisa a remarqué 2 sacs poubelles sur le bord de la route. Lorsqu'il a appris la disparition, il a décidé de vérifier le contenu des sacs. À sa grande horreur, il a trouvé le corps de la jeune fille dans un sac et ses vêtements dans l'autre. L'homme a immédiatement signalé la découverte à la police. La nouvelle s'est rapidement répandue et à l'arrivée de la police, des dizaines d'habitants se tenaient déjà au bord de la route. Les habitants ont été profondément choqués lorsqu'ils ont réalisé que le corps retrouvé était très probablement celui de Lisa et qu'il semblait qu'elle avait été sauvagement assassinée. Pour les enquêteurs, un seul coup d'œil suffit à confirmer les terribles soupçons. L'identité de la victime est établie et le corps est remis aux experts médico-légaux. L'autopsie a confirmé l'existence d'une agression sexuelle et la cause initiale du décès a été considérée comme une strangulation. Cependant, les experts ont conclu par la suite que la véritable cause était un arrêt cardiaque provoqué par un choc important. À l'époque, rappelons-le, en 1973, l'analyse de l'ADN n'était pas encore utilisée et les détectives espéraient donc trouver au moins quelques preuves parmi les vêtements et les effets personnels de Lisa. Les enquêteurs de la police scientifique ont examiné minutieusement son costume et ont recueilli des fibres étrangères et ont trouvé un cheveu humain sur le tissu. Cependant, aucune empreinte digitale n'a été trouvée, y compris sur les sacs poubelles dans lesquels se trouvaient le corps et les vêtements. L'autopsie a confirmé l'existence d'une agression sexuelle et la cause initiale du décès a été considérée comme une strangulation. Cependant, les experts ont conclu par la suite que la véritable cause était un arrêt cardiaque provoqué par un choc important. À l'époque, rappelons-le, en 1973, l'analyse de l'ADN n'était pas encore utilisée et les détectives espéraient donc trouver au moins quelques preuves parmi les vêtements et les effets personnels de Lisa. Les enquêteurs de la police scientifique ont examiné minutieusement son costume et ont recueilli des fibres étrangères et ont trouvé un cheveu humain sur le tissu. Cependant, aucune empreinte digitale n'a été trouvée, y compris sur les sacs poubelles dans lesquels se trouvaient le corps et les vêtements.
Ce meurtre brutal a ébranlé non seulement leur petite ville, mais aussi le pays tout entier. Le public a exigé que le coupable soit trouvé le plus rapidement possible. Après tout, tous les parents s'inquiétaient désormais de la sécurité de leurs enfants. Les adieux de Lisa ont eu lieu quelques jours après la tragique découverte. Le nombre de personnes venues lui rendre hommage était tel que les organisateurs des funérailles ont dû faire plusieurs files d'attente pour que tout le monde puisse lui dire au revoir. Pendant ce temps, la police travaillait sans relâche, malgré le manque cruel de preuves. Les enquêteurs ont commencé à reconstituer le parcours possible de Lisa dès le soir même. D'après le témoignage de 2 familles, la jeune fille a réussi à s'arrêter pour acheter des bonbons. Puis sa trace s'est brusquement interrompue juste après la visite de la dernière maison. L'enquête a donné lieu à 2 versions principales. Soit Lisa a été enlevée par un inconnu à la sortie de la rue, soit elle est entrée dans une autre maison où l'attendait son agresseur. Cependant, la première version semblait peu probable. La jeune fille n'irait pas avec un inconnu comme ça, surtout sans bruit, et les voisins n'ont rien entendu de suspect. Par conséquent, le second scénario, selon lequel le crime a eu lieu à l'intérieur d'une des maisons, semble beaucoup plus plausible. La police a commencé à interroger tous les habitants de la rue, qui comptent plusieurs dizaines de maisons, mais personne n'a confirmé que Lisa était venue chez eux. Les inspecteurs ont alors décidé de s'intéresser à chaque famille et d'essayer d'identifier d'éventuels suspects, les personnes ayant un alibi évident, professeurs, camarades de classe, connaissances, ont été exclus du cercle de recherche. Il était important de tenir compte du fait que Lisa ne rendait visite qu'aux personnes qu'elle connaissait personnellement. Sa mère l'a aidée à réduire la liste en lui indiquant quelques maisons où elle pensait qu'elle pourrait se rendre. Parmi les familles mentionnées, l'une d'entre elles intéressait particulièrement la police. Il s'agissait de la famille de Gerald Turner. L'homme avait 25 ans et vivait dans une maison voisine avec sa petite amie et sa jeune fille. Il y avait plusieurs raisons de le soupçonner. Tout d'abord, Lisa le connaissait bien auparavant. Leur famille vivait dans des appartements voisins et la jeune fille rendait souvent visite aux Turner, jouait avec leur enfant et montrait ses nouveaux jouets à Gerald. Il était toujours désireux de communiquer avec elle. Deuxièmement, lors de l'entretien avec les habitants du quartier, le comportement de Turner a semblé étrange aux inspecteurs. Il répondait aux questions, mais ses propos manquaient de sincérité, ce qui a éveillé les soupçons. Troisièmement, la police avait une idée précise du moment de la disparition de Lisa. Il s'est avéré que Turner était seul à la maison pendant cette période, car sa petite amie et son enfant étaient allés à une fête de fin d'année. Il a donc eu la possibilité de commettre son crime sans se faire remarquer. Avec tous ces détails, Turner est devenu le principal suspect. Cependant, il n'y avait que très peu de preuves. Les enquêteurs sont venus lui parler à plusieurs reprises, mais il a insisté sur son innocence. Lorsqu'on lui propose de passer au détecteur de mensonges, il accepte. L'appareil a enregistré des réactions douteuses à des questions clés, et les détectives ont essayé de le presser, dans l'espoir d'obtenir des aveux. Mais Gerald a tout nié. Il refuse d'être interrogé à nouveau. La police décide alors d'utiliser les quelques indices dont elle dispose. Les fibres étrangères trouvées sur les vêtements de Lisa et les cheveux. L'examen a montré que les cheveux ne provenaient probablement pas de la tête, mais du corps de l'homme. Un mandat de perquisition a été obtenu au domicile de Turner et des échantillons de ses cheveux ont été prélevés. Les experts ont accordé une attention particulière au couvre-lit de son lit, qui était de la même couleur que les fibres trouvées. Une analyse détaillée a confirmé que les tissus provenant du corps de Lisa pouvaient effectivement provenir de ce couvre-lit. Lorsque le corps de Lisa a été retrouvé, les enquêteurs ont immédiatement compris qu'il s'agissait probablement d'elle. Un simple coup d'œil suffit à le confirmer, et la version du crime devient évidente. Les experts ont rapidement établi que la mort était due à une strangulation, mais après un certain temps, ils sont arrivés à une autre conclusion.
La cause de la mort était un choc. En 1973, alors qu'il n'existe pas encore de tests ADN, les policiers tentent de trouver tout élément susceptible d'éclairer le crime. Les vêtements de Lisa ont été examinés et des particules étrangères de tissus et de cheveux ont été trouvées. Mais aucune empreinte digitale n'a été relevée sur les objets, y compris les sacs poubelles dans lesquels le corps avait été plié. Ce meurtre brutal a choqué non seulement la petite ville, mais aussi le pays tout entier. Les gens ont exigé que la police élucide le crime le plus rapidement possible, car ils craignaient pour la sécurité de leurs enfants. Les funérailles de Lisa ont eu lieu quelques jours plus tard, en présence de nombreuses personnes venues dire au revoir à la jeune fille. À ce moment-là, la police, sans preuves solides, a commencé à élaborer des scénarios possibles pour son parcours. Une fois arrivée dans les deux maisons, Lisa est allée chercher des bonbons, puis elle a disparu et la piste s'est éteinte. La question se pose alors de savoir qui a pu être impliqué dans ce crime. Les enquêteurs ont envisagé deux scénarios possibles. Soit le criminel a accidentellement rencontré la jeune fille dans la rue et l'a emmenée, soit elle est entrée dans la maison d'une connaissance, où l'agression a eu lieu. La première version semblait peu probable, car Lisa n'aurait probablement pas accompagné un inconnu. Sur cette base, les policiers se sont concentrés sur la seconde version. Elle a rapidement commencé à interroger tous les habitants de la rue où vivait Lisa, mais personne ne savait qu'elle avait pu se rendre chez un inconnu. Finalement, l'attention de la police s'est portée sur Gerald Turner, l'un des voisins que Lisa connaissait. Turner vivait avec sa famille dans une maison adjacente à celle de Lisa. Les familles se côtoyaient fréquemment, et la fillette allait souvent jouer avec la fille de Turner. Son comportement lors des interrogatoires a également semblé suspect à la police. De plus, la nuit où Lisa a disparu, sa famille était à une fête et Turner était seul. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait eu l'occasion de commettre l'infraction en l'absence de sa petite amie et de sa fille. Attirant l'attention sur Turner, la police l'a convoqué à plusieurs reprises pour l'interroger, mais il a continué à clamer son innocence. Environ 9 mois plus tard, après de nombreux interrogatoires et tentatives de collecte de preuves, Turner a soudainement avoué ce qu'il avait fait. Il a raconté comment il avait appelé Lisa chez lui où il avait commis son crime. Après avoir réalisé que Lisa était morte, il a tenté de lui porter secours, mais lorsqu'il a entendu sa petite amie et sa fille rentrer, il a déplacé le corps dans la salle de bain et s'est allongé sur le canapé. Lorsqu'elles sont entrées, il a dit qu'il ne se sentait pas bien et a demandé à ne pas être dérangé. Plus tard, pour se débarrasser du corps, Turner l'a transporté dans des sacs poubelles et les a jetés dans une ville voisine. Ce revirement inattendu a choqué non seulement les proches de Lisa, mais aussi la police, qui n'arrivait pas à croire qu'un homme qui avait si longtemps nié sa culpabilité avait soudain fait des aveux aussi détaillés. Turner a été arrêté et l'affaire a été jugée. Cependant, avant le début du procès, Turner a retiré ses aveux, déclarant qu'il les avait signés sous la contrainte. Malgré cela, l'accusation a continué à monter son dossier en s'appuyant sur des preuves, notamment des fibres de tissu provenant d'une couverture se trouvant à son domicile et d'autres preuves matérielles. Finalement, le tribunal a déclaré Turner coupable et l'a condamné à 38 ans de prison. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 1992, après 17 ans d'emprisonnement, Turner a bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite. Sa libération a toutefois suscité une vague d'indignation parmi les proches et les résidents de Lisa, notamment parce que Turner était logé dans un établissement spécialisé qui était essentiellement un foyer résidentiel ordinaire pour ex-détenus. Les gens se sont indignés que l'auteur du crime soit si proche de chez eux, ce qui a ramené l'affaire sous les feux de l'actualité. Cependant, l'enquête a révélé qu'une grave erreur avait été commise dans le cas de Turner.
La commission des libérations conditionnelles lui avait accordé une libération anticipée, alors qu'il n'y avait pas légalement droit. À peu près au même moment, les autorités ont commencé à développer une nouvelle approche pour traiter les délinquants particulièrement dangereux. L'essence de cette initiative était que les personnes condamnées pour des délits sexuels graves et susceptibles de constituer une menace pour la société ne devaient pas être remises en liberté, mais transférées dans des institutions médicales spécialisées jusqu'à ce que les médecins les jugent sûrs. Cette loi a donné de l'espoir aux proches de Lisa et aux personnes concernées, car elle aurait pu empêcher la remise en liberté de Turner. Mais en 1998, l'inattendu s'est produit. Gerald Turner a de nouveau déposé une demande de libération conditionnelle. À la surprise générale, la commission refuse de le reconnaître comme un dangereux délinquant sexuel. Son ex-femme et plusieurs de ses ex-petites amies ont même témoigné lors de la réunion, affirmant qu'il était agressif, surtout lorsqu'il était confronté à un refus d'intimité. Mais ces témoignages n'ont pas convaincu la commission. En conséquence, Turner a de nouveau été autorisé à quitter les murs de l'institution. Il a de nouveau été placé dans une maison surveillée. Mais la même année, un nouvel incident inquiétant s'est produit. Il a failli attaquer avec un couteau le directeur de l'établissement qui venait le voir. Malgré cela, il n'est pas renvoyé en prison. Plus tard, lorsqu'une entreprise refuse d'embaucher Turner en raison de son casier judiciaire, il intente un procès. La loi du Wisconsin interdit aux employeurs de discriminer les personnes ayant un casier judiciaire. Le tribunal a donné raison à Turner, qui a reçu une compensation financière. Cette situation s'est poursuivie jusqu'en 2003. Lors d'un audit de routine, des milliers de photos et de vidéos obscènes ont été trouvées sur son ordinateur. Il a également été découvert qu'il regardait des films sur des tueurs en série, en violation directe de sa liberté conditionnelle. Turner a de nouveau été arrêté et jugé. Cette fois, le juge lui a infligé une nouvelle peine de 15 ans de prison. Il semblait qu'il obtiendrait enfin ce qu'il méritait et resterait derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Cependant, cette fois encore, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2018, sa peine a pris fin. La commission a refusé de le garder plus longtemps, et Turner s'est à nouveau préparé à être libéré. La mère de Lisa ne pouvait pas accepter cette décision. Elle a organisé une pétition exigeant le maintien en détention du criminel. Le document est signé par des milliers de personnes dans tout le pays. Le public était scandalisé par la possible libération d'un homme qui avait commis un crime aussi brutal. Les autorités ont écouté. Une nouvelle procédure judiciaire a été entamée dans le but de faire transférer Turner dans une clinique psychiatrique fermée. Bien entendu, il n'est pas d'accord, et par l'intermédiaire de ses avocats, il fait appel. La procédure a duré plusieurs années. Ce n'est qu'en 2022 que le juge a décidé que Turner était effectivement un danger pour autrui et qu'il devait être transféré dans un établissement médical spécialisé. Mais même après cela, ses avocats ont continué à se battre, essayant de contester la décision du tribunal. Les audiences ont été reportées à maintes reprises. Au moment de la préparation de ce document, la décision finale n'a pas encore été prise. Gerald Turner lui-même, qui a déjà 75 ans, se trouve toujours dans une clinique fermée. Malgré son âge, les proches de Lisa sont convaincus qu'il constitue toujours une menace et qu'il ne doit en aucun cas être libéré. Il est intéressant de noter que bien que Turner ait refusé d'admettre sa culpabilité lors du procès, il a fait à plusieurs reprises des déclarations qui pourraient être considérées comme des aveux implicites. Lorsque sa peine lui a été lue pour la première fois, il est passé devant la mère de Lisa et a déclaré « Je n'avais pas l'intention de faire ça. Je n'avais pas l'intention de le faire. » Plus tard, en prison, il a écrit une lettre adressée à Lisa elle-même. Dans cette lettre, il s'excusait et admettait qu'il lui avait effectivement ôté la vie. Et une fois, au cours d'une conversation, il a dit que si ce crime n'avait pas été commis le soir d'Halloween, le public et les médias n'y auraient pas prêté autant d'attention. Ainsi, les proches de Lisa
doivent encore se battre pour que Turner ne soit jamais en liberté. Et qui sait, peut-être que sa tentative actuelle pour obtenir sa libération ne sera pas la dernière. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer si vous soutenez la famille de Lisa dans sa quête de justice. Floride, matinée ensoleillée. On frappe avec insistance à la porte d'une confortable maison de banlieue. Un clown tireur portant des fleurs et des ballons s'est présenté au domicile de Marlène Warren dans le complexe d'appartements ACL et lui a tiré une balle dans le visage. Bien avant la sortie du roman It de Stephen King ou du film Horrifying, cette image de vacances colorées inspirait déjà la peur. Des criminels sanguinaires se sont cachés plus d'une fois derrière le masque du clown, transformant son sourire en symbole de terreur. Leurs crimes ont laissé une trace si sombre que les forces de l'ordre ont même créé un fichier de surveillance des clowns spécial, enregistrant toute apparition du clown. Ce clown a été filmé le long d'un chemin de terre, ce qui a constitué une piste importante. L'enquête a conduit les détectives à la découverte choquante des nombreux secrets de la famille Warren. Mais ce n'est que 27 ans plus tard, en 2023, que la vérité a finalement été révélée, exposant une histoire encore plus sombre que ce que l'on pensait au départ. Qui se trouvait sur le chemin de Marlène Warren? Le clown a sorti une arme et a tiré une balle dans le visage de la femme. Les voisins ont entendu ce qui ressemblait à un coup de feu et se sont précipités dehors, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une voiture qui s'éloignait. Joe Renz, le fils de Marlène, confie sa mère à des amis et après avoir appelé une ambulance et la police, se précipite pour rattraper le clown. À un moment donné, il aperçoit une Chrysler blanche. Une ambulance arrive et il accompagne sa mère à l'hôpital. Pendant ce temps, la police et l'équipe médico-légale parcourent les lieux du crime pour recueillir des preuves. Ils ne trouvent que des fleurs dans un panier de paille et 2 ballons. Les amis de Joe qui sont restés dans la maison racontent aux inspecteurs ce qu'ils ont vu. Tout s'est passé très vite. Quelqu'un a frappé à la porte, Marlène a ouvert, accepté le cadeau et un coup de feu a immédiatement suivi. Le clown s'est retourné calmement et s'est éloigné vers une Chrysler blanche. La famille Warren. Qui sont-ils? La première chose que font les inspecteurs est de lancer un avis de recherche pour la Chrysler blanche, en supposant que l'auteur a acheté des fleurs et des ballons à proximité. En interrogeant les voisins et les connaissances de Marlène, les enquêteurs tentent de trouver un mobile. Marlène Warren a grandi dans le Michigan, dans la ferme de son grand-père, près de Détroit. Elle aimait faire de la pâtisserie, s'intéressait à l'art et était douée pour le dessin, en particulier celui des clowns. Sa mère possède encore ses peintures de comédiens tristes et drôles maquillés. À l'âge de 15 ans, Marlène est devenue mère. La famille n'est pas enchantée, mais accepte sa décision. 2 ans plus tard, elle donne naissance à son 2e fils. Mais son mari change après avoir servi au Vietnam. Il s'est mis à boire et à mener une vie dissolue. Finalement, Marlène a décidé de partir, sauvant ainsi sa vie et celle de ses enfants. Il a ensuite été tué dans un accident de voiture. Peu avant cette tragédie, elle a rencontré Michael Warren. Ambitieux et déterminé, il s'est occupé de ses enfants et ils se sont bientôt mariés. Le couple s'installe dans le sud de la Floride où il commence à investir dans l'immobilier. Marlène gère toutes les affaires et Michael lance une société de location de voitures pour les clients ayant de mauvais antécédents en matière de crédit. L'entreprise est florissante, mais la relation du couple commence à s'effriter. Marlène gère l'immobilier et Michael s'intéresse aux voitures, aux courses de chevaux et achète même un avion. Les voisins commencent à douter de l'honnêteté de Michael. Il vole un avion, son cheval meurt dans des circonstances étranges. En 1983, il est arrêté pour fraude au kilométrage. Il plaide coupable et est condamné à 18 mois de prison avec sursis. La confiance de Marlène s'en trouve sérieusement entamée. En 1988, une tragédie frappe la famille. Le fils aîné de Marlène meurt dans un accident de voiture, tout comme son père.
Elle a le cœur brisé, mais Michael ne lui témoigne aucune sympathie. Bientôt, Sheila Keane entre dans sa vie. Elle s'efforçait toujours de trouver une solution de compromis, satisfaisant les deux parties dans toute situation difficile. Plusieurs officiers qui ont rendu visite à ses clients pour leur poser des questions sur le propriétaire n'ont eu aucun mal à confirmer les propos de Joe. Elle était respectée, appréciée et même aimée, car ils savaient que Marlène Warren ne les laisserait jamais sans toit en cas d'urgence financière. Sheila Keane accepte également de témoigner de son plein gré. « Je veux juste que vous compreniez que vous êtes ici de votre plein gré et que vous pouvez partir à tout moment », lui rappellent les inspecteurs. De plus en plus de personnes affirment qu'elle avait une relation sérieuse avec un certain homme. Nous essayons simplement de connaître les détails. « Pourquoi le croit-on » demandent les enquêteurs. « Qu'est-ce que je peux dire ?» Pour autant que je sache, beaucoup de femmes voulaient être avec lui. Elles pensaient que j'étais avec lui, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas de relation intime, répond-elle. Joe Rance, fils de feu Marlène Warren, et ses amis sont convaincus que le tueur est un homme. Cependant, en regardant Sheila Keane, les détectives ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'elle aurait pu avoir l'air plus masculine dans son costume de clown. Sheila est une jeune femme séduisante, mais son style est loin d'être sophistiqué. Vêtements amples, jeans, t-shirts, chaussures grossières, pas de bijoux ni de maquillage. Avez-vous un costume de clown? Non. En avez-vous déjà acheté un? Non, jamais. De plus, Sheila n'a pratiquement aucun alibi. Elle affirme qu'elle était en train de rendre des voitures de location lorsque le clown a attaqué Marlène, mais elle ne peut citer aucune adresse où sa présence pourrait être confirmée. Les soupçons ne suffisent pas pour procéder à une arrestation. Êtes-vous en train de dire que je suis un suspect? Nous disons qu'il y a un certain nombre de circonstances qui font penser que vous avez pu être impliqué dans ce délit. Je pense que j'ai besoin d'un avocat. À ce stade, Sheila Keane cesse de coopérer à l'enquête, mais, contre toute attente, donne volontairement ses cheveux aux inspecteurs pour qu'ils les analysent, alors que personne ne lui a demandé de le faire. Cet acte renforce encore les soupçons. Michael Warren attire également l'attention des enquêteurs, mais il dispose d'un alibi en béton, confirmé par des compagnons de route. Mais qui est Sheila Keane? Sheila a grandi dans le centre rural de la Floride, pas dans les zones de plage habituelles, mais dans des zones occupées par des ranchs de bétail. Elle était forte et séduisante, mais dès son plus jeune âge, elle n'a pas respecté la loi, avec plusieurs condamnations pour vol à son actif. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle commence à fréquenter un homme qui a 2 décennies de plus qu'elle et l'épouse bientôt, devenant ainsi Sheila Keane. Son mari est un ancien membre du Ku Klux Klan, mais il n'est pas le premier homme adulte de sa vie. Dès son plus jeune âge, elle recherche ceux qui peuvent lui assurer une existence confortable. Son mari a repris des voitures, a des locataires peu scrupuleux, a fait des travaux dangereux et s'est retrouvé en prison pour avoir vendu de la marijuana. Pour se rapprocher de lui, Sheila déménage en Géorgie. Après sa libération, ils retournent en Floride, où elle rencontre Michael Warren et commence à travailler pour son entreprise aux côtés de son mari. Parfois, la force brute ne suffit pas à récupérer les voitures, et Sheila fait preuve de ruse. Des rumeurs circulent parmi les employés de Barnes Motors sur ses méthodes. Elle s'habille de manière provocante, séduit un client, l'amène au motel, puis, alors qu'il est sans défense, sort un pistolet. À ce moment-là, son mari et Michael Warren faisaient irruption dans la chambre, et le client, terrifié, lui remettait consciencieusement les clés de la voiture. Les employés de l'entreprise ont discuté de cette histoire encore et encore, ne comprenant pas pourquoi elle prenait un tel risque avec des hommes armés autour d'elle. Sheila voulait peut-être impressionner Michael. 2 ans après ces événements, elle divorce, loue un appartement près de son lieu de travail et se rapproche de son patron. Les habitants parlent d'elle en bien, mais notent qu'elle a un mari très amical et sociable.
Il s'avère que Michael Warren passe tellement de temps avec Sheila que son entourage le prend pour son époux. Les détectives examinent les affaires financières du couple et découvrent que toute l'activité de location de biens immobiliers est enregistrée au nom de Marlène. Les avocats confirment qu'en cas de divorce, Michael ne peut compter que sur sa société et rien d'autre. En revanche, en cas de décès de sa femme, il devenait son héritier. Le principal suspect est donc Michael Warren. Mais il a un alibi. Sheila Keane, elle, n'en a pas. 2 jours après l'agression de Marlène Warren, la police découvre la même Chrysler blanche. La voiture avait été laissée avec les clés sur le contact au portail de la famille, à la grande surprise des propriétaires. Ceux-ci se sont contentés de suivre les instructions qui leur avaient été données. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel leur demandant où se trouvait la voiture. Ce à quoi le directeur de l'entreprise a répondu qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, car leur procédure habituelle de restitution des véhicules est complètement différente. Les inspecteurs vérifient les informations et constatent que le numéro de téléphone contacté par les propriétaires provient d'un annuaire actualisé. Après enquête, ils découvrent la source de la confusion, l'annonce de Michael Warren. Ce dernier a utilisé le mot « rent » en gros caractères gras dans l'annonce de son concessionnaire automobile, Bargain Motors, afin que les clients potentiels confondent sa société avec Palace Rent et l'appellent. Une vérification plus poussée révèle que l'appel a été pris par un employé de Bargain Motors qui a trompé les locataires et récupéré la voiture. Cependant, son sort reste inconnu. Soupçonnant Michael Warren d'avoir utilisé la voiture à des fins criminelles ou de l'avoir transmise à un complice, les enquêteurs s'intéressent à son entourage. L'un des employés de la concession était au travail ce jour-là et ne pouvait pas faire le clown. À l'intérieur de la Chrysler, les enquêteurs trouvent de longs cheveux noirs et des fibres artificielles de couleur orange et jaune qui rappellent celles utilisées pour la fabrication de perruques bouclées. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à savoir où ont été achetés le costume de clown, les fleurs et les ballons. Les employés du magasin Spotlight se souviennent que le soir du 24 mai, une femme est entrée juste avant la fermeture. Elle a insisté pour acheter d'urgence un costume alors que le magasin fermait déjà. Selon la description du personnel, la cliente mesurait environ 175 cm, avait des yeux bruns et de longs cheveux bruns. Elle portait un jean et une chemise d'homme, et son apparence était plutôt androgyne. Si elle avait porté un chapeau et caché ses cheveux, il aurait été difficile de déterminer son sexe. Les inspecteurs se rendent à nouveau à Spotlight avec des photos des suspects. Les employés du magasin n'hésitent pas à montrer une photo de Sheila Keane. Un autre indice important est constitué par les ballons que le clown tireur a remis à Marlène. Une vérification dans de nombreux magasins révèle que de tels ballons n'étaient vendus que dans un seul supermarché, Publix, situé à seulement 1 kilomètre de la maison de Sheila. Il n'y avait pas de caméra vidéo dans le magasin, mais l'un des employés reconnaît Keane sur une photo. La police scientifique réexamine les preuves trouvées dans la voiture du clown. Les cheveux trouvés dans la voiture appartiennent à Sheila. Les fibres trouvées dans la voiture et dans sa maison sont identiques en termes de composition, de texture et de couleur. Ils testent également un cheveu pris dans un ruban de ballon. Il a été négligé lors du premier examen, mais il a été découvert et confirmé comme étant également celui de Sheila. À ce moment-là, les époux Warren vivent dans un autre État où ils ont ouvert un restaurant rapide appelé Vache Pourpre. Leurs voisins affirment que le couple avait l'air heureux et amoureux. Cependant, le 26 septembre 2017, alors qu'ils rentrent chez eux, ils tombent dans une embuscade tendue par la police. Sheila est arrêtée car elle est soupçonnée d'un meurtre commis il y a 27 ans. La femme ne pose pas de questions, une seule chose l'intéresse. Vont-ils aussi arrêter Michael? Le procès Sheila Keane Warren est accusé de meurtre au premier degré avec une arme à feu.
Le procureur Aaron Berg demande qu'aucune caution ne soit fixée et déclare son intention de requérir la peine de mort. Preuve principale, comparaison des fibres d'une perruque trouvée sur les lieux du crime avec une perruque achetée par Sheila. Les fibres de la moquette de la voiture du clown correspondent aux moquettes du domicile du suspect. Les cheveux trouvés dans le ballon appartiennent à Sheila. Néanmoins, la procédure traîne en longueur. La pandémie de Covid, les lenteurs bureaucratiques et l'apparition de nouveaux matériaux retardent les réunions. En 2022, il s'avère que la police a accidentellement rangé le dossier « Observation de clown » dans une boîte contenant les dossiers de Michael Warren. Les avocats bénéficient d'un délai supplémentaire pour étudier les nouvelles données. Le dernier mot, la mère de Marlène Warren, est décédée en mars 2023 sans que justice ait été rendue. Michael Warren n'a jamais été accusé d'avoir organisé le meurtre. Il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec la mort de son ex-femme. C'est la loi. Cependant, l'inspecteur Paige McCain, le procureur Aaron Berg et la famille de Marlène se consolent en se disant que l'affaire a enfin trouvé sa conclusion logique. Malgré tous les efforts déployés par la société pour assurer la sécurité, les femmes restent la catégorie la plus vulnérable, en particulier dans les situations où l'auteur d'un crime cherche une victime sans défense. La plupart des agressions, des enlèvements et des crimes violents sont commis contre le sexe faible, et souvent des tragédies auraient pu être évitées si l'intuition ou la prudence élémentaire avaient fonctionné à temps. Un écouteur au lieu de deux, un coup d'œil rapide par-dessus l'épaule, l'attention portée aux détails. Ces gestes simples peuvent non seulement alerter, mais aussi sauver une vie. L'histoire dont nous allons parler s'est déroulée au printemps 2010, en Californie. Une jeune femme du nom d'Erin Orcade, âgée de 25 ans, a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Mère célibataire, elle sortait d'un mariage raté et était à la recherche d'un nouvel amour et d'une nouvelle stabilité. Le samedi 3 avril, Erin travaille comme serveuse dans un bar-restaurant situé dans un grand centre commercial, Ontario Mills Mall, près de San Bernardino. C'était un service tranquille. Il y avait peu de clients et peu après midi, elle a été autorisée à rentrer chez elle plus tôt que d'habitude. C'était une agréable surprise de pouvoir passer plus de temps avec son jeune fils. Sans se douter du danger imminent, elle a quitté l'établissement et s'est dirigée vers son véhicule utilitaire sport sur le parking. En s'approchant du véhicule, elle appuie 2 fois sur le bouton du porte-clés pour déverrouiller les portes. À ce moment-là, tout a changé. 2 hommes sortent de l'ombre. L'un d'eux, sans perdre une seconde, a sauté sur le siège passager et a pointé une arme sur elle. L'autre est resté à l'extérieur, le sourire aux lèvres. Erin se figea, mais on lui ordonna de se mettre au volant. Abasourdie, incapable de crier, elle s'exécute. Alors qu'Erin s'éloignait, l'homme armé observait attentivement chacun de ses mouvements. L'autre homme est resté dans le parking et a ri pendant un long moment alors que la voiture s'éloignait. Ils ont traversé la ville sans destination précise et le ravisseur semblait chercher un endroit où se cacher. Au bout d'un moment, il leur ordonna de se garer sur le parking d'un restaurant. À la grande surprise d'Erin, l'endroit lui semblait familier. Elle y était souvent venue avec son fils et ses amis. L'espace d'une seconde, la femme a repris espoir. Et si quelqu'un reconnaissait sa voiture, remarquait quelque chose d'anormal. Mais cela ne s'est pas produit. L'auteur de l'agression lui a demandé de se rendre au fond du parking, derrière le restaurant, près des poubelles, là où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Là, il lui a ordonné de s'installer sur la banquette arrière, à côté du siège enfant. Erin s'est exécutée en silence, espérant que sa docilité lui permettrait de rester en vie. Elle l'a supplié de la laisser partir, lui a offert de l'argent, une voiture, l'a supplié de ne pas lui faire de mal. Mais ses larmes n'ont fait qu'accroître la colère de l'intrus. Il lui enfonça brutalement le canon de son arme dans la bouche, menaçant de la tuer si elle ne se taisait pas. Il l'a ensuite forcée à se déshabiller. La tentative de viol a échoué, ce qui a provoqué une nouvelle explosion de rage. Il a commencé à la battre, sans pitié,
sur son visage, sur son ventre. Il l'a étouffée, essayant encore et encore de la soumettre à la peur et à la douleur. Les vitres de la voiture étaient teintées afin qu'aucun passant ne puisse voir ce qui se passait à l'intérieur. Erin réalise alors qu'elle est prise au piège. Ici, dans un parking désert, cet homme pouvait lui faire tout ce qu'il voulait. L'agonie a duré plus d'1 heure. L'agresseur a essayé de la violer encore et encore, en la battant, en l'humiliant, en la photographiant sans vêtements. Il l'a forcée à sourire sur les photos, sous la menace d'une arme. Ces photos, il les envoyait immédiatement à quelqu'un. Ses commentaires étaient moqueurs, ce qui aggravait encore la situation. Il ne lui a jamais donné d'espoir, lui disant qu'elle mourrait bientôt. Finalement, il s'est lassé de la séance photo et a annoncé qu'il allait maintenant l'emmener dans le désert. La femme a compris que c'était la fin. C'est alors que le téléphone a sonné. L'auteur de l'attentat était distrait, nerveux, il commettait des erreurs. Il a jeté l'arme sur le plancher du siège avant, puis a activé les serrures pour enfants, pensant à tort qu'il contrôlait la situation. Erin, qui avait surveillé ses moindres faits et gestes, se rendit compte qu'il s'agissait d'une chance. Elle savait qu'un côté de la sécurité enfant était activé et que l'autre ne l'était pas, car c'était le côté où son fils s'asseyait habituellement. Elle a tiré la poignée et la porte a cédé. L'instant d'après, Erin se précipitait hors de la voiture. Elle courait à toutes jambes. La douleur, la peur, le sang sur son visage, tout cela s'est effacé devant son instinct de survie. Elle a agité les bras, crié, appelé à l'aide. Et elle a été entendue. Le propriétaire d'un fast-food voisin avait remarqué depuis longtemps le comportement étrange du SUV. Il avait été alerté par le fait que la voiture était garée dans un recoin depuis longtemps. Il observait la scène, et lorsqu'il a vu une femme courir en pleurant, il est immédiatement allé à sa rencontre, l'a emmenée à l'intérieur, l'a cachée derrière le comptoir et a appelé la police. Lorsque la police est arrivée, la voiture d'Erin était toujours garée sur le parking. L'auteur du crime s'était enfui à pied. La voiture était fermée à clé. Une fouille à l'intérieur a permis de trouver une arme. Elle portait un autocollant de service avec un numéro sur la poignée. Il s'agissait d'une arme de service, celle du détective Anthony Orban. Il a été rapidement identifié. Un deuxième homme a été appréhendé avec lui, le gardien de prison Jeffrey Jellington. Tous deux ont été identifiés par Erin. Le choc de ce qui s'est passé est double. Les ravisseurs se sont avérés être des représentants de la loi. Ils ont tenté de nier leur culpabilité. Anthony a affirmé que l'arme lui avait été volée et que la victime s'était trompée. Jeffrey a prétendu qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire, mais les preuves sont irréfutables. ADN, empreintes digitales, photographies, messages téléphoniques dans lesquels Orban décrit ce qui se passe, et photos du corps torturé d'Erin qu'il a envoyé à un ami. Il s'est avéré par la suite que les deux hommes avaient bu et pris des drogues depuis le matin. Orban, en colère contre les femmes à cause du divorce, a proposé à son ami d'aller chasser. Pour eux, tout ce qui se passait était amusant, mais cet amusement s'est transformé en un crime odieux. Erin a dû vivre l'enfer, 72 minutes de torture, de terreur et de lutte pour la vie. Et s'il n'y avait pas eu la sonnerie du téléphone, s'il n'y avait pas eu la serrure de l'enfant, s'il n'y avait pas eu l'observation d'un témoin au hasard, cela aurait pu se terminer différemment, mais elle a survécu. Elle a témoigné. Et elle a veillé à ce que les auteurs soient traduits en justice. Malgré le traumatisme physique et émotionnel, elle a trouvé la force de se battre. Pour la justice, pour elle-même, pour son fils. L'histoire d'Erin n'est pas seulement celle d'un crime odieux. C'est une histoire de courage, d'instinct de survie, d'accidents qui se transforment en salut, et de l'importance de ne jamais perdre espoir, parce que même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir de la lumière. Ils partent à la recherche de leur prochaine victime, saisis par l'excitation et l'anticipation de l'atrocité. Se promenant de nuit dans la ville, les agresseurs ont cherché le moment opportun jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin une jeune femme quittant son travail.
Erin, inconsciente du danger, se dirigeait vers sa voiture en traversant un parking désert. Personne autour d'elle, pas une seule âme pour lui venir en aide. Les circonstances étaient idéales pour les criminels. Les deux hommes, Anthony Orban et son complice Jeffrey Jelinek, n'ont pas perdu de temps pour se précipiter sur leur victime. En quelques instants, ils réalisent l'enlèvement. Jeffrey a affirmé par la suite qu'il n'avait fait qu'observer les actions de son compagnon sans y participer directement. Cependant, les enquêteurs sont persuadés que son rôle est bien plus important. Sans lui, le crime n'aurait pas pu avoir lieu. Anthony Orban, ancien gardien de prison et inspecteur de police, se délectait du pouvoir qu'il exerçait sur la victime. Il prenait plaisir à voir sa peur et son impuissance. Son ami a ensuite donné aux enquêteurs un compte rendu détaillé de tous les détails de l'enlèvement. Orban a été inculpé de viol, d'enlèvement et d'agression et a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Jelinek, quant à lui, a été inculpé pour des délits moins graves, mais l'enquête n'a laissé planer aucun doute sur le fait qu'il méritait lui aussi une punition sévère. La police a rapidement découvert que la menace pesant sur Erin n'avait pas disparu, même après l'arrestation des auteurs de l'enlèvement. Une écoute téléphonique des appels d'Orban en prison a révélé qu'il avait discuté avec quelqu'un de la possibilité d'un autre enlèvement. Les détectives pensaient qu'il voulait éliminer Erin en tant que témoin dangereux afin qu'elle ne puisse pas témoigner, au point que sa famille a commencé à recevoir des appels anonymes menaçants. La police a tenté de retrouver l'auteur de ces appels, mais en vain. Les appels ont fini par cesser, mais l'anxiété a persisté. Au cours de l'été 2012, le procès a commencé. Erin était sous haute surveillance dans la salle d'audience, car personne ne pouvait exclure une nouvelle tentative d'attentat de la part d'Orban ou de ses partisans. Lors de l'audience, Anthony Orban a tenté de se présenter comme une victime. Il a parlé de son service dans les Marines et de la façon dont les guerres en Irak et en Afghanistan avaient laissé une marque indélébile sur son psychisme. Il a affirmé qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et que les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits, combinés à l'alcool, avaient provoqué son comportement criminel. Toutefois, l'accusation était convaincue qu'il s'agissait simplement d'une tentative de se soustraire à ses responsabilités. Au cours de l'enquête, un journal a été trouvé au domicile d'Orban, dans lequel était consignée l'histoire d'un vétéran de guerre souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Cette histoire faisait écho à son propre récit dans les moindres détails. Les détectives pensaient qu'Orban avait simplement emprunté la biographie de quelqu'un d'autre pour construire sa ligne de défense. Mais le témoin le plus important de l'accusation était Jeffrey Jelinek. Ayant conclu un accord avec l'enquête, il a donné un compte-rendu détaillé de tous les aspects du crime. C'est lui qui a révélé qu'Anthony Orban n'avait pas prévu à l'origine de laisser Erin en vie. Son plan était simple, après des violences brutales, l'emmener dans le désert et la tuer en cachant le corps pour qu'il ne soit pas retrouvé pendant des années. Jeffrey a admis qu'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de jeu, mais il s'est ensuite rendu compte de la gravité de la situation. À en juger par le fait qu'Orban n'a pas utilisé de préservatif lors du viol, il ne craignait même pas que son ADN soit laissé sur la scène du crime. Il était sûr de son impunité. Après un long procès, le tribunal a déclaré Anthony Orban coupable de 8 chefs d'accusation, dont l'enlèvement et le viol. Ses avocats ont tenté de le présenter comme fou au moment des faits, mais le tribunal a rejeté cet argument. En conséquence, l'ancien détective a été condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une peine de 95 ans d'emprisonnement. Il n'a cependant pas eu à purger cette peine. La nuit, suivant l'annonce du verdict, Orban s'est suicidé dans sa cellule. Après la mort d'Orban, sa femme Tracy a admis qu'elle avait témoigné pour sa défense sous la contrainte. Il l'avait menacée de représailles si elle parlait contre lui. Maintenant qu'il est mort, elle s'est excusée auprès d'Erin. La victime a trouvé la force de lui pardonner,
réalisant que Tracy avait également été victime de ce monstre. Une fois les procès terminés, une terrible question subsiste. Anthony Orban est-il un violeur en série? Les restes d'autres victimes gisaient-ils déjà dans le désert où il s'apprêtait à emmener Erin? Les recherches informatiques d'Orban concernant les meurtres et les agressions sexuelles ont confirmé ces tendances malsaines. Cependant, aucune preuve d'autres crimes n'a été trouvée. Les enquêteurs ont noté qu'Orban avait commis trop d'erreurs qu'un criminel expérimenté n'aurait pas commises. Il s'agissait peut-être de son premier et dernier acte crapuleux, et il n'a pas eu le temps de devenir un véritable maniaque en série. La victime, Erin Orcade, se souviendra toujours de ce jour terrible. Elle a longtemps souffert de stress post-traumatique, avait peur de conduire seule, tressaillait à la vue d'hommes étranges et, au début, même sa famille lui paraissait une menace potentielle. Il lui a fallu des mois avant de pouvoir commencer une nouvelle vie. Mais même des années plus tard, elle était en proie à des crises de panique et à des cauchemars. Néanmoins, Erin a décidé d'utiliser son expérience pour aider les autres. Elle s'est lancée dans un travail de motivation et d'éducation, espérant que son histoire sauverait au moins une vie. L'histoire d'Erin n'est pas seulement le récit d'un crime, mais un exemple de force morale incroyable. Elle a survécu à une épreuve horrible, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Malgré la peur, les souvenirs difficiles, les crises de panique, Erin a trouvé la force d'aller de l'avant. Elle ne s'est pas contentée de reconstruire sa vie, elle a fait plus que cela. Elle a commencé à aider les autres. Aujourd'hui, elle donne des conférences et raconte son histoire pour mettre en garde les femmes contre les dangers et montrer qu'il existe un moyen de se sortir de la pire des situations. Cette histoire montre également que la justice a été rendue, bien que difficilement. Le criminel qui pensait s'en tirer à bon compte a été piégé par sa propre cruauté. Sa tentative de se soustraire à ses responsabilités a échoué et la loi a mis fin à son histoire. Toutefois, des questions subsistent. Anthony Orban était-il un criminel en série? Combien de victimes ont-elles pu rester dans l'ombre? Les réponses à ces questions ne seront peut-être plus trouvées, mais une chose ne change pas. Son histoire nous rappelle que le mal peut se cacher même sous le masque d'un homme de loi. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez prudents et attentifs au monde qui vous entoure. Et n'oubliez pas que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir.